regardons quel est l'essentiel des choses à savoir sur les forces de Laplace en induction. Alors pour introduire les forces de Laplace, prenons un fil. Ce fil est parcouru par un courant I. On plonge ce fil dans un champ magnétique externe B. Alors attention, il y a bien sûr le champ magnétique qui est créé par le fil lui-même, qui s'enroule autour du fil, mais ce champ magnétique B, en violet, va être un champ magnétique imposé par un dispositif externe, comme un aimant par exemple. Donc, reprenons ce fil, on peut découper ce fil en des tas de petits bouts qu'on va noter dl. Eh bien, la force de Laplace qui s'exerce sur ce fil va s'écrire df, vecteur df, qui est égal à idl vectoriel b. Donc ici, la force de Laplace, avec la règle de la main droite, porte vers la droite. Si l'on considère le fil dans son ensemble, il faut faire la somme de toutes les forces élémentaires df, c'est-à-dire la somme des idl vectoriel b. On remarque alors que le vectoriel b, le b étant uniforme partout, peut se mettre en facteur et on se retrouve avec la somme des IDL ou alors I fois la somme des DL puisque c'est le même courant qui circule dans tout le système. La somme des petits déplacements nous donne le déplacement total, donc de A1 à A2 et on a une expression qui se met sous la forme IA1A2 vectoriel B. Pour déterminer la puissance de cette force de Laplace, il suffit de faire le produit scalaire avec la vitesse du barreau. Eh bien, étant donné que la force est selon l'axe EX, en mettant B selon EY et le fil selon EZ, on se retrouve avec une expression de la force en ILB-VX, qui peut s'écrire aussi sous la forme I fois la dérivée du produit du champ magnétique par la surface, ce qu'on appellera bientôt le flux. Avec bien sûr la surface, quand on compare avec un système de rails de Laplace, dont le barreau est de longueur L et la position du barreau est déterminée par la valeur de X. Dans le cadre d'une spire en rotation dans un champ magnétique uniforme, donc on considère une spire NPQR qui va être plongée dans un champ magnétique dirigé selon l'axe EX. On peut regarder en vue du dessus, on fait parcourir cette spire par un courant I, et en vue du dessus, on voit que du côté du point Q, le courant monte alors que du côté du point R, il descend. La règle de la main droite avec l'application du champ magnétique nous permet de déterminer la direction de df. Sur les axes QR et NP, vous avez que df va être vertical et donc ils vont s'annuler 2 à 2, se compenser 2 à 2. Alors que sur les axes PQ et RN, vous avez que les forces vont être selon l'axe EZ et vont avoir une résultante certes nulle, mais un couple qui lui va être non nul. En mettant tout ça ensemble, je vous invite à regarder la petite vidéo qui décrit cette démonstration plus particulièrement, en mettant tout cela ensemble, on trouve que le couple correspondant, le moment du couple correspondant s'écrit le moment magnétique vectoriel, le champ magnétique, le moment magnétique de la spire étant défini par I fois sa surface AB fois le vecteur surface orienté d'après le courant. Pour la puissance mécanique développée par ce couple, on a que la puissance est égale au moment scalaire, le vecteur vitesse angulaire, donc ça va être la projection du moment selon l'axe multiplié par la vitesse angulaire oméga, et en le réécrivant, on peut le voir sous la forme du courant I multiplié par la dérivée de SB cos θ, c'est-à-dire en fait le flux du champ magnétique au travers de la spire. Là encore, avec la loi de Faraday, on pourra retrouver que ça s'écrit comme un courant fois la force électromotrice, donc une tension qui va s'exercer à l'intérieur de votre spire. En complément de cette expression du moment du couple magnétique, qui s'exerce donc sur un moment magnétique et tend à le faire tourner pour le ramener dans la direction du champ magnétique, on peut définir l'énergie potentielle qui est associée à ce moment magnétique plongé dans un champ B extérieur, qui va s'écrire l'opposé du produit scalaire de M avec B. Cela nous donne donc que si M est collinaire à B dans le même sens, cette énergie va avoir une valeur minimale, alors que, au contraire, si M est anticollinaire à B, donc collinaire dans le sens contraire, on va avoir une valeur maximale, ce qui correspondra donc à une position instable. Dernier point intéressant de ce cours, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on crée un champ magnétique tournant sans partie mobile. Alors pour créer un champ magnétique tournant, vous avez besoin de 2 bobines qui vont être alimentées par des courants en quadrature de phase. Les 2 bobines vont donc créer des champs magnétiques variables selon l'un et l'autre des axes, et la somme selon ces 2 axes, vu la quadrature de phase, va vous permettre d'obtenir quelque chose, un champ magnétique qui va s'exprimer
toujours selon le vecteur ER, et donc qui va tourner au cours du temps. Et cette rotation au cours du temps va vous permettre d'emmener par exemple un moment magnétique, donc une petite boussole que vous mettriez à cet endroit-là et qui va essayer à tout moment de suivre le champ magnétique. Alors attention, pour qu'il y ait ce comportement moteur, cela demande d'avoir une machine synchrone, c'est-à-dire que la rotation du moment magnétique soit synchrone avec celle du champ magnétique. Si vous voulez emporter au fur et à mesure votre moment magnétique, il va falloir vous débrouiller pour augmenter graduellement la vitesse de rotation du champ magnétique jusqu'à obtenir votre vitesse de rotation nominale.